Oui, effectivement, cette enquête a été lancée à partir de juillet l'année dernière, avec pour objectif d'estimer l'accès aux soins et la prise en charge précoce des psychoses au niveau national. Elle fait suite aux 2 enquêtes qui ont été réalisées par SEMCA en 2016 et 2018, et on voulait mettre à jour un petit peu les informations qui avaient été recueillies jusqu'alors. Donc 60 centres ont été contactés, avec 40 centres répondants. Vraiment, je tiens à les remercier ici parce que c'est une enquête qui est longue à compléter, un peu fastidieuse, je dois le dire. Et voilà, donc merci beaucoup pour avoir pris le temps de répondre à l'enquête. Il y a 33 réponses qui ont été complètes, 7 incomplètes. Une répartition géographique relativement homogène sur le territoire national, avec quand même quelques lacunes au niveau du centre Val de Loire notamment, la région d'Orléans aussi, on n'a pas repéré de dispositif pour le moment. Dans la région Nouvelle-Aquitaine, dans le sud-ouest de la France aussi, on a repéré peu de dispositifs, notamment la région bordelaise. Voilà. Et je tiens tout particulièrement à m'excuser auprès de 2 dispositifs qui ont été contactés très tardivement. Donc, il s'agit de Pau et de Marseille qui ont complété l'enquête très récemment, mais pour lesquels les résultats n'ont pas été pris en compte là pour la présentation de ce jour. Donc, en termes de type d'établissement, donc l'identité des répondants, bien, sur 40 répondants, 28 appartenaient à des centres hospitaliers, universitaires ou généraux. 7 appartenaient au secteur. Un répondant appartient à une clinique privée, un en structure médico-sociale, une équipe appartient au tissu associatif sanitaire, les autres étant des centres hospitaliers spécialisés. Concernant la composition et les coordonnées de l'équipe impliquée dans le dispositif d'intervention précoce, donc à la question « Êtes-vous une unité fonctionnelle spécialisée autonome ?» Sachant que je rappelle qu'une unité fonctionnelle spécialisée autonome est une unité dédiée, possédant un personnel dédié et une ligne budgétaire spécifique. Donc 25% des répondants appartenaient à une unité fonctionnelle autonome et 11 équipes étaient non autonomes. Quelles étaient leur composition et leur offre de soins? Donc, pour les 25 unités fonctionnelles autonomes, on voit qu'elles étaient principalement composées d'équipes mobiles et de consultations, avec quelques places en hôpital de jour et en lit d'hospitalisation complète, mais ce n'est pas ce qui caractérise ces dispositifs autonomes. Quand il ne s'agissait pas d'une unité fonctionnelle spécialisée autonome, on voit bien qu'il y a plus de place à la consultation, à l'hospitalisation, que ce soit en hôpital de jour ou en hospitalisation complète. Concernant l'année du démarrage du dispositif, comme l'a rappelé professeur Fakra, effectivement, on est sur des dispositifs qui sont relativement récents en France. On rattrape notre retard, mais il y a encore beaucoup de travail. La médiane est d'une création en 2018, avec effectivement un étalement en termes de durée, sachant que les premiers dispositifs ont été créés dans les années 2000, 2002, 2003, avec le CEJAD notamment, et puis après on est plus sur de 2008 avec Caen, pour arriver sur des dispositifs plus précoces. Ce sont des dispositifs majoritairement intersectoriels, avec 35 équipes qui ont répondu oui sur 40 réponses. La taille de bassin de population couvert, on est sur des bassins de population assez larges, puisque la majorité des équipes couvraient un bassin de population de 100 000 habitants et plus, et 4 concernaient l'agglomération parisienne. Concernant les financements, qui sont quand même le nerf de la guerre de cette histoire, on a une majorité d'équipes qui fonctionnent à moyens constants, avec 23 équipes sur 39. Voilà, les autres fonctionnant sur des financements dédiés totaux ou partiels, provenant des ARS, du ministère de la Santé, des réponses aux appels à projets de la Fondation de France et des structures hospitalières, CHS, GHU Paris, CPS, enfin, tout dépend de l'hôpital dans lequel intervient le dispositif. Est-ce que les financements, est-ce qu'il y a eu des demandes de financement à l'ARS et notamment sur les appels à projets FIOP, mais pas que. Alors 22 équipes ont répondu oui, 8 n'avaient pas fait de demande auprès de l'ARS et 9 envisageaient de faire des demandes. Sur les 22 équipes qui ont répondu oui, à l'époque de l'enquête, il faut bien savoir qu'en fait les premières réponses
à l'enquête sont survenues avant les réponses des FIOP de l'appel à projet FIOP. Donc voilà, cette diapositive serait à retravailler un petit peu, mais à l'époque, donc il y avait 13 équipes qui avaient répondu que la demande de financement avait été accordée, 5 avaient répondu non et 4 étaient en attente. Donc ça, c'est les projets FIOP qui avaient été déposés. En termes de caractéristiques du dispositif et de sa composition, donc on a jugé pertinent de distinguer les unités avec lead, enfin, les dispositifs avec lit d'hospitalisation et sans lit d'hospitalisation. On voit qu'il y a une légère disparité dans les ETP, donc du nombre de TP, effectivement. C'est un peu plus faible pour les équipes sans lit d'hospitalisation, avec en médiane 4 TP. Totaux contre 8 ETP pour les équipes avec lit d'hospitalisation, sachant que la principale différence provient du nombre d'infirmiers qui opèrent dans ces équipes. Voilà. On retrouve en termes d'ETP les principaux, donc on a 2,5 ETP en moyenne pour les infirmiers. Ensuite, on est sur 1 ETP en tant que psychologue, neuropsychologue, 0,5 de psychiatre et 0,5 d'interne en médiane. Mais après, la composition des équipes varie bien évidemment d'une équipe à l'autre, avec des équipes qui sont fort dotées en temps de TP totaux. Est-ce que cette activité est organisée autour d'un case manager? Alors, pour 25 équipes, oui. Voilà, avec un temps de TP en case management qui était en médiane de 2 et qui variait entre 0, 2 et 4. Majoritairement, là encore, on a une équipe qui a plus de TP en case management avec lead d'hospitalisation, mais voilà, en moyenne, on constate qu'il y a quand même moins de case managers en temps de TP pour les équipes avec lead d'hospitalisation que sans lead d'hospitalisation. Les missions, elles sont fidèles à ce que nous a décrit Cécile à l'instant. Donc, on a vraiment des missions qui sont diffuses sur l'ensemble de la prise en charge du patient, qui va de la promotion de l'engagement dans les soins et de l'alliance thérapeutique à une mission de coordination et de soins, et voilà, une centralisation des soins. Les interventions ciblées qui peuvent être de l'éducation thérapeutique patient-famille, de la gestion de crise, de la socialisation, scolarisation, insertion ou intervention dans le milieu, semblent très liées à la formation initiale du care manager. Et bien sûr, il est essentiel aussi pour les contacts avec le partenariat d'amont et d'aval du dispositif. Alors, à la question, est-ce que vos équipes sont formées et quelles formations ont été suivies? Alors, on a 20 équipes sur 40 qui sont plutôt bien formées à tous les domaines, que ce soit à la psychoéducation, au TCC, aux outils d'évaluation clinique, aux outils d'évaluation fonctionnelle. 26 équipes ont répondu avoir suivi le DU d'IPEJAD. Donc, c'est le DU dédié à la prise en charge, à l'intervention précoce, qui est coordonné par professeur Krebs et professeur Bourgin. Donc voilà, donc on a voilà, une vingtaine d'équipes qui sont relativement bien formées. Pour celles qui n'ont pas un spectre de formation plus large, on est quand même essentiellement centré autour des outils d'évaluation clinique ou des outils d'évaluation fonctionnelle. Quel est le type de personnel formé? En psychoéducation, principalement des médicaux et des paramédicaux. Pour les TCC, on est plus sur du médicaux et psychologues. En outils d'évaluation clinique, principalement du personnel médical et du personnel paramédical et psychologue aussi. Ça se joue à peu de choses près. Pour les outils d'évaluation fonctionnelle, plus sur le personnel médical et paramédicaux. Alors, le management organisationnel sont des formations qui ont été peu suivies, peut-être peu proposées ou peu aménagées encore. Et quand elles ont été suivies, on est principalement sur une formation du corps médical et des paramédicaux. Je suppose que c'est tout ce qui est cadre de santé. Voilà. Et des formations qui peuvent être spécifiques ou non à l'intervention précoce, avec 17% des équipes qui ont répondu que leur formation en psychoéducation était dédiée à l'intervention précoce, 12 équipes
pour les TCC, 30 équipes pour les outils d'évaluation clinique. Donc là, on devient de plus en plus spécifique. Outils d'évaluation fonctionnelle, on a 21 équipes qui ont répondu que c'était dédié à l'intervention précoce. Ouais. Et pour le DIP-EJAD, c'est complètement dédié, c'est très spécifique. Alors, en termes d'activité du dispositif, la tranche d'âge des dispositifs cibles, elle varie. Comme vous pouvez le voir, on est sur 15 équipes qui ciblent une population de 15-30 ans. Beaucoup ont répondu autres. Alors, ça varie, ça va de 12-25 à 16-35. En fait, ça doit dépendre clairement de l'appartenance du dispositif et est-ce que ça émane d'une unité de pédopsychiatrie ou plus d'une unité de psychiatrie adulte. On a 3 équipes qui ont répondu 15-30 ans. Donc voilà, on a des publics cibles qui sont plutôt larges et assez hétérogènes, mais on est quand même voilà, sur l'ado, jeune adulte, bien évidemment. La file active annuelle, pareil, elle est très disparate. On est sur une médiane de 60 patients annuels. Ça oscille entre… Alors, ceux qui ont répondu 0, ce sont des dispositifs qui viennent de voir le jour, qui sont en train d'être créés. Voilà, entre 0 et 141 patients annuels, avec 2 équipes qui présentent des files actives assez conséquentes, puisqu'on est autour de 1078 ou 3000 patients. Voilà, et avec un nombre de nouveaux patients en 2019 qui varie aussi, avec, voilà, on oscille entre 0 et 100 avec une médiane à 28 nouveaux patients. Concernant l'adressage, donc les adresseurs principaux, eh bien, alors, ceux qui ont été évoqués, ce sont majoritairement pour 35 équipes les PH de secteur, 29 équipes ont mentionné les PH d'autres secteurs, 27 les familles 29 pardon, les familles et les proches, 27 les psychiatres libéraux. Ensuite, on arrive aux urgences. Le patient lui-même, le médecin généraliste libéraux, arrive en 7e position. Avec ensuite les MDA, les structures addicto, les lycées, universités, écoles. Alors les autres, ce sont les dispositifs de soins partagés, les éducateurs de rue, pédopsychiatrie, services ados universitaires, les BAPU, on en a parlé ce matin, voilà, l'ASE, les ITEP, les IME, etc. Mais quand on demande plus précisément en termes de quantité de patients, et si on demande une classification en premier, deuxième et troisième position, ceux qui arrivent principalement, c'est les PH de secteur, les urgences et les PH autres secteurs. Donc, on est quand même dans un adressage très hospitalo-centré. Quels seraient, selon vous, les professionnels à impliquer pour améliorer le recrutement? 21 équipes, les généralistes ont été mentionnés 21 fois, l'éducation nationale a été mentionnée 13 fois, les médecins scolaires et universitaires 9 fois. Donc, on voit vraiment qu'il y a tout un travail à faire sur la formation au repérage et en tout cas sensibiliser à l'adressage des patients à profil du HR ou PEP auprès des généralistes, de l'éducation nationale et voilà, des services médicaux, universitaires et scolaires. Alors, en ce qui concerne les demandes de prise en charge, donc la nature du premier contact, 16 équipes ont répondu que c'était une consultation médicale directe. 13, donc là, il y avait plusieurs réponses possibles, mais les consultations infirmiers ou case manager arrivent à 13 fois et les appels infirmiers 12 fois. Quand on s'intéresse au délai moyen, on a une médiane de délai entre la demande et le premier contact de 7 jours, entre le premier contact et le premier rendez-vous médical de 15 jours et entre la demande et le premier rendez-vous médical de 15 jours. Là encore, on a une variation importante entre les différents centres, puisque vous voyez qu'entre la demande et le premier rendez-vous médical, on peut varier entre 2 jours et 30 jours. Idem pour le premier contact et le premier rendez-vous médical. Donc voilà, on est quand même assez disparate. Les motifs d'adressage, donc là aussi, il y avait plusieurs réponses possibles. 28 équipes ont répondu que c'était les idées délirantes qui arrivaient en premier. Décrochage scolaire, idées suicidaires persistantes, troubles anxieux, comportement agressif, perte de motivation et consommation d'alcool ou de cannabis. Donc ça,
Et les plus fréquents, donc on était sur un isolement repli sur soi, des idées délirantes, un décrochage scolaire, des troubles anxieux et un comportement agressif. En ce qui concerne les prises en charge, donc en 2019, à quel stade des troubles psychotiques êtes-vous intervenus? 12 équipes ont répondu que donc ils étaient vraiment sur du ultra haut risque, enfin la prise en charge de personnes à ultra haut risque du premier épisode psychotique, d'un premier épisode psychotique de moins de 2 ans ou de patients chroniques chez les moins de 30 ans. Donc là, on a vraiment une couverture du spectre assez large. 7 équipes ont répondu, donc interviennent plutôt au début des troubles, donc pour les patients UHR et PEP de moins de 2 ans. Et puis après, il y a un petit décalage quand même. Il y a certaines équipes qui interviennent plus au niveau du premier épisode psychotique. Donc voilà, la partie UHR n'est pas prise en charge, en tout cas dans ces dispositifs-là. Donc voilà, on a un peu une disparité au niveau des stades de prise en charge, sachant que pour ceux qui ont répondu UHR, ça correspondait 15% des patients qui le voyaient, des premiers épisodes psychotiques 30%, des PEP moins de 2 ans 30% et des patients chroniques 20%. 10% des patients présentaient un trouble du neurodéveloppement. Alors, quelles étaient les propositions thérapeutiques? Pour les sujets à ultra haut risque, on a un large panel de propositions thérapeutiques proposées, avec 30 équipes qui proposent des approches cognitives et comportementales, 27 équipes qui proposent de la psychoéducation, ensuite on est sur des approches médicamenteuses et de la remédiation cognitive, et 7 équipes ont répondu une approche psychodynamique. Pour les premiers épisodes psychotiques, alors on est là aussi principalement sur des approches médicamenteuses, de la psychoéducation et des approches cognitives ou comportementales, la remédiation cognitive bien sûr, voilà, et des approches psychodynamiques chez 11 équipes sur les 40 répondants. Alors, y a-t-il une prescription d'antipsychotiques en première intention chez les premiers épisodes psychotiques? 29 équipes ont répondu oui. Sur les 34 équipes répondantes. Est-ce qu'il y a un traitement par antipsychotique par injection retard? 27 équipes ont répondu oui. La durée des traitements annoncés varie, était variable. On a 22 équipes sur les 32 qui ont répondu que la durée était de 1 à 2 ans, durée annoncée. 7 équipes ont répondu entre 2 et 4 ans. Voilà, 3 équipes entre 6 mois et 1 an. Alors là, on avait demandé de réfléchir, de repenser aux 3 derniers patients atteints de psychose et voilà, donc savoir quel était leur âge et la durée de psychose non traitée. Donc si on compile l'ensemble des patients qui ont été pensés, donc on a une moyenne, donc des patients âgés de 20 ans en moyenne, pour une DUP moyenne de 14 mois, une médiane à 10 mois. Et voilà. Et là encore, on est fluctuant, on varie de 0 à 44 mois selon les dispositifs. Pour les derniers patients UHR, donc on est à un âge médian de 20 ans. Voilà, pour 45 patients, il y avait eu un traitement qui avait été mis en place. Pour 26 patients, non. Sachant que 22 patients avaient reçu des antipsychotiques de 2e génération, 13 des antidépresseurs, 2 d'entre eux antidépresseurs et antipsychotiques. Voilà, pour les prises en charge. Les principaux partenaires de prise en charge, principalement des PH de secteur, PH autres secteurs, des médecins généralistes libéraux, les médecines scolaires universitaires. Voilà, quand on demande les plus significatifs, on retombe sur les PH secteurs, autres secteurs et médecine scolaire universitaire. Voilà, donc on reste quand même hospitalo-centré et il y a quand même l'apparition de la médecine scolaire universitaire qui est très importante. Et quelles sont les structures du monde de l'emploi avec lesquelles il y a des collaborations pour les prises en charge? 29 équipes ont répondu la mission locale, 25 les lycées, universités, écoles, 16 Cap Emploi, et voilà, les CRP et les entreprises d'insertion ont été mentionnées par 14 équipes au total. Professionnels pouvant être impliqués pour réduire la DUP. Donc, les plus mentionnés, c'est l'éducation nationale, médecin généraliste, médecine scolaire universitaire. Donc là encore, un gros travail de sensibilisation à faire, gros travail d'adressage et voilà, pour essayer de faciliter au mieux les parcours.
Voilà, les temps de suivi, principalement, on est sur du 2 à 3 ans, voilà, avec cette équipe qui ont répondu sans limitation. Voilà. Quels sont les leviers qui ont aidé à mettre en place l'activité? Alors, la formation a été citée 16 fois. Alors, formation au sens large, avec bien sûr le DU d'IPEJAD, les formations à la CARMS, au case management, mais aussi les stages d'immersion reviennent relativement souvent. Les échanges interéquipes sont quelque chose qui est mentionné assez fréquemment. Bien sûr, les financements, la motivation et le soutien institutionnel qui est très important aussi, même si les moyens sont constants. Quels ont été les freins dans le fonctionnement de l'activité? Alors là, on a voilà, ce qui est cité majoritairement, les problèmes de visibilité et de compréhension du dispositif par les autres secteurs, les différentes écoles et courants de psychiatrie, les réticences des professionnels d'autres secteurs, réticences au changement et une psychiatrie trop hospitalo-centrée. Les freins, bon, bien sûr, il y a le financement, le recrutement de case managers, de psychiatres, et après, donc, il y a le manque de soutien institutionnel. Voilà. J'en ai fini pour ma présentation et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Lydie. Vraiment, c'est un gros travail essentiel. Si c'est clair, c'est nickel. Oui. Ok, trop bien. Est-ce que vous pouvez débrancher Daphné, votre micro, s'il vous plaît? Merci. Oui, donc un gros travail de recensement qui est essentiel, hein, Lydie, parce que c'est vrai qu'on voit que ces dispositifs fleurissent en France. Hein, en quelques années, il y a vraiment beaucoup plus de dispositifs qui se sont créés. Alors, avec beaucoup de variations, c'est normal, hein, parce qu'en fonction des configurations locales, tous les modèles ne sont pas les mêmes, même si on trouve des éléments communs. Alors, le case management, hein, bien sûr, le souci de coordination, les dispositifs surtout ambulatoires. Et puis alors, ce qui m'a pas mal, enfin, je pense que c'est une piste à travailler, et surtout par rapport à ce qu'on a vu ce matin. Mais ce que vous disiez, c'est que l'adressage reste essentiellement secteur, autre secteur, urgence, éventuellement psychiatrie libérale. Et c'est vrai que la philosophie de ce type de dispositif, qui serait un accès aux soins rapides, je pense que c'est vraiment une piste à travailler pour l'ensemble des dispositifs, pour nous tous, pour voir comment avoir une prise plus directe avec la communauté, avec le milieu du patient. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que vous avez tiré d'autres enseignements de cette enquête? Là, pour l'instant, je pense qu'il va être essentiel de travailler sur les composantes essentielles et essayer de mieux catégoriser les dispositifs pour vraiment avoir une idée plus fine en fait, de l'offre qui existe sur le territoire et pouvoir permettre d'améliorer l'adressage. Oui. Marie-Odile. Eric, il y a énormément d'enseignements, donc merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre. Ce que je propose, c'est qu'on puisse discuter de tout ça lors de la discussion générale pour donner la parole aux deux dispositifs parmi les plus récents. Hein. On voit bien que les dispositifs fleurissent. Alors, je me permets juste de dire, moi, l'intérêt et on va dire la fierté des trois coordonnateurs du DU, c'est-à-dire Julie Bourgin, Guy Gozlan et moi-même, de voir que dans la continuité du DU, certains dispositifs que nous avons décidé d'appeler nos enfants peuvent émerger, et je crois que c'est vraiment plus sérieusement, c'est vraiment l'objectif que nous recherchons. D'autant que déstigmatiser, c'est bien, aider à recueillir les demandes, c'est bien, mais il faut savoir où les adresser, et voilà, il faut vraiment que cet effort national se poursuive. Et en tout cas, Clément, j'espère que je ne vous ai pas mis dans quelque chose de trop indélicat ou délicat. Mais en tout cas, on est très fiers de voir les dispositifs se monter, qui sont bien sûr essentiellement le résultat d'efforts des personnes qui se lancent.